fait prendre conscience aussi de la façon dont on posait les problèmes, puis la façon dont on pouvait simplement rejeter hors de la conscience certains problèmes sur lesquels on ne veut pas s'arrêter. Je vais essayer de le retrouver. Ça, c'est le ministre, lui, il est tout à fait... c'est le fameux passage au début où il dit, c'est l'histoire des clubs privés, il dit, vous savez, on peut en débattre longtemps, il dit, c'est 50-50. La moitié que ça va pas, la moitié que ça va. Puis là, on le voit, il y a son hélicoptère, le monsieur, tu sais, c'est tout à fait fantastique d'avoir ça. Et aussi les vêtements, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'appareillage vestimentaire et coiffure est extraordinaire. Tu sais, il y a l'espèce de biologiste au début qui est un spécialiste de la Ruhr, il nous parle de l'Allemagne, là, vous vous souvenez de ça? Lui, il est en chemise à carreaux, moustache, sur le bord de la rivière. Tu sais, il connaît, lui, c'est intéressant son propos, il est avisé du fait que la situation au Québec, en Amérique du Nord, avec des entreprises qui sont étrangères, sur lesquelles on n'a pas vraiment le pouvoir, qui ne sont pas très liées à notre TUF national et régional, versus en Europe, où par exemple en Allemagne, mais aussi en Grande-Bretagne, et le reste, c'est les industries locales, donc tu es capable d'avoir une certaine prise politique sur eux. Ça, c'est juste, en fait, ce qu'il raconte à ce niveau-là. Mais, comment? À l'époque, maintenant, c'est plus vrai. À l'époque, voilà, c'est ça. Exact. À l'époque, c'était vrai. Oui, vous avez raison. Puis d'ailleurs, attendez, je ne veux pas arrêter longtemps sur ça. Je veux juste essayer de retrouver encore. Puis ensuite, je vais vous donner la parole. Bon, ce qu'il est, mon fonctionnaire, je le trouve vraiment typique. Il s'est sauvé. Ça, c'est le ministre. Bon. Ouais. Ça, c'est notre journaliste militant pour l'abolition des clubs. Bon. Je pense, ah ouais, les fameux hélicoptères du monsieur. Oui, c'est le Parti libéral à l'époque. C'est avant 1975, donc c'est le gouvernement tout de suite avant le gouvernement de René Lévesque, en fait. Bon, on va-t-y arriver. J'aurais dû noter la minute. Bon, écoutez. Ah ouais, lui, il est drôle. Lui, il a peur. Lui, c'est l'histoire de la peur. Tu sais, on a peur de tout, on a peur. Lui, il est extraordinaire. On a peur, etc. Regarde. Bon, non, c'est pas lui. Lui, c'est le sauteur. Ce monsieur-là était quand même drôlement articulé. Mais ça m'a frappé aussi les images. Tu sais, comment il parle aux gens de l'époque aussi. Tu sais, il dit, au lieu de prendre une brosse et d'aller défoncer 3 portes, tu sais, en 75, bon, son auditoire était susceptible justement de faire ça, tu sais. Donc, non, mais c'est aussi, c'est parce que c'est des... Je ne dis pas que ça n'existe plus aujourd'hui, hein, on s'entend. Mais la question, c'est que c'est de l'ethnographie, en quelque part. C'est des documents d'époque qui nous manifestent comment les gens vivaient, comment ils avaient conscience des problèmes. Bon. Bon, il revient beaucoup. C'est lui, en fait, c'est pas mal l'intellectuel de service là, qui vient nous éclairer sur les problèmes. Il fait bien ça, il faut dire. Ouais. Tout à fait. Ouais, j'ai du mal à le retrouver, mais écoutez. Commentaire, comment vous voyez ça là-dessus? Ça a été quoi vos réactions à tout ça, vous, de votre côté? Moi, je peux déjà dire que ce film-là, je choisis, entre guillemets, entre autres, parce que le militant, Henri Poupard, Oui. avec les cartes, j'ai utilisé ce segment-là, en fait, sonore, là, Oui, je l'ai repéré dans l'un de tes montages, effectivement. Parce que ce type-là, en fait, c'est le rédacteur en chef de la revue pendant à cette époque-là. Ah, OK. Donc, c'est lui qui sait tout ce qui est politique, un peu, c'est lui qui oriente toute la revue, en fait, des années 70, OK. qui quitte fin 70. Et c'est l'auteur aussi d'un livre qui a été publié aux éditions Parti pris, je crois que c'était Contre les clubs privés. En fait, donc, l'analyse de fond qui est devenue au déclarage. OK. Ce document-là est devenu le document maître, en fait, pour argumenter à la fois statistique, il est très une enquête fouillée, détaillée. Merci beaucoup. Donc, c'était une pièce importante dans la discussion de l'époque. Absolument, c'est ça. Et les acteurs de cette revue-là sont aussi les
Mais on peut comprendre un peu pourquoi aussi, si cette revue-là est justement une revue pour les chasseurs et les pêcheurs de manière générale, ben, ils servent, ils sont des fers de lance de ce combat-là pour essayer d'élargir l'accès. Puis dans le fond, ils servent leur clientèle en quelque part, les gens qui achètent leur revue aussi. Tu sais. Un des éléments qui m'a frappé, vous alliez en parler tantôt, la fragmentation des prises en charge Oui. et l'absence de coordination. On en est encore là maintenant, 40 ans plus tard. Et même s'il y a Environnement Québec, Environnement Canada, on est encore dans des approches très segmentées et finalement, personne ne prend de décision globale de l'intégrité. Tout à fait. Vous demandez si d'un point de vue gouvernance environnementale, il y a un discours à développer dessus. Ouais, mais c'est juste que la fragmentation, elle est différente aujourd'hui. Peut-être elle a évolué un peu, mais on ne peut pas dire qu'on en est sorti. Ça reste encore les chasses gardées de chacun des ministères qui vont aller avec leur angle particulier. Ressources naturelles, ça reste ressources naturelles. Il n'y a pas moyen de Ben, en principe, il y a un conseil des ministres pour ça. Ils sont censés se parler, puis échanger leur dossier, puis tenir compte. C'est un peu ça l'approche. Ils sont censés tenir compte mutuellement de ce qui est porté dans les autres ministères. En même temps, la fragmentation n'est pas juste au niveau politique, elle est au niveau des intérêts. Parce que, tu sais, le territoire, les ressources, ils ont une valeur monétaire, une valeur de confort, de préservation du confort industriel de la société implémentée. Mais aussi, ces mêmes ressources-là, cet environnement-là, ont aussi une valeur de survie, en fait, au bout de la ligne. Donc, c'est l'intérêt, ou en tout cas, pas le bon mot, mais la valeur, les différentes valeurs associées à l'environnement qui est fragmentée, en fait. On ne réussit pas à les mettre dans une seule idée fondatrice, ou en tout cas, de trouver une manière d'allier l'économique avec la préservation des habitats, etc. C'est vraiment une fragmentation. Complète, oui. Tout à fait. J'avais un autre commentaire aussi, je trouve ça intéressant, en fait, la revue. Ces années-là, tu parlais que c'est un peu de la clientèle, dépendait de leur clientèle, mais jusqu'à quel point ça n'aurait pas été impossible que justement ceux qui se servent de cette ressource-là, mais d'une façon, comment dire, de chasse et de pêche, etc. Et ça a été le terreau, en fait, la prise de conscience environnementale. C'est les premiers à voir l'impact, en fait, parce que les citadins, vous ne voyez pas, à la limite, même les agriculteurs, ils devaient rien voir du positif à la limite, parce que eux, il y avait moins de travail, ils produisaient plus, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, le terreau de la chasse et de la pêche, et ceux qui profitent de la ressource à ce niveau-là, qui a permis cette prise de conscience-là, puis de militer aussi au niveau environnemental. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Et quand je disais ils défendent leur clientèle, ici, c'était pas péjoratif pour moi. Puis je trouve ça intéressant, au contraire, de voir un média comme une revue qui, tout à coup, n'est plus simplement un vendeur de papier, mais qu'il y a aussi des causes qui se manifestent à l'intérieur de ça, puis que ça peut devenir un vecteur de changement puis d'activisme social qui amène des transformations. Puis ce que tu dis sur la question de la qualité de l'environnement, c'est un fait, parce que eux, qu'est-ce que c'est un pêcheur et un chasseur? C'est un utilisateur de la ressource nature, c'est un utilisateur de l'eau, c'est un utilisateur de la faune et de la population piscicole, comparable à d'autres utilisateurs. Si toi, tu es un plaisancier, tu te promènes en bateau simplement pour le plaisir de te faire bronzer sur ton deck de bateau, ben, c'est un autre type d'usage. Et si tu es, je ne sais pas, une usine, puis tu as besoin d'avoir de l'eau froide pour refroidir tes turbines, tu es un autre utilisateur, mais souvent, et c'est ça, là, ce qu'on voit dans le film, encore une fois, c'est une sorte de conflit d'usage qui est illustré par notre petit monsieur Leboeuf, qui lui dit... Moi, la décision du gars d'Hydro-Québec, qui, selon son bon vouloir, et d'ailleurs, il le pose vraiment comme en caricature jusqu'à un certain point, là. Dans le fond, sa décision à lui, qui, d'un point de vue de pêcheur, est complètement arbitraire, bien, elle a des effets concrets sur nos usages à nous, pêcheurs, de la ressource, qui fait en sorte que, justement, il y a certains poissons qui sont plus là ou qui sont moins présents, puis même certains appâts, ils ne sont plus là. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Puis en fait, on pourrait en repasser un petit bout de son discours parce que je le trouve quand même assez extraordinaire, si vous me permettez. On pourrait quasiment terminer là-dessus, à moins que vous ayez d'autres commentaires. Celui-là, je sais, j'avais noté comme il faut le moment du début. Fait que ce ne sera pas trop compliqué. Environnemental, ailleurs,
Ouais. Ça a débuté avant, en fait. Ça a été plus agressif que de la manière dont on pense ça. Ben, il y a eu un certain nombre d'événements importants aux États-Unis qui ont mené à la création du ministère américain. Notamment, il y a eu le fameux bouquin de Rachel Carson en 62, Silent Spring. Et qu'est-ce que le bouquin de Mme Carson? Elle, c'était une biologiste qui avait pris sa retraite. Il a fallu qu'elle attende de prendre sa retraite pour faire son livre, pour commencer à faire noter le fait que l'utilisation des pesticides comme le DDT, c'était en train de dépeupler complètement le cheptel d'oiseaux sur l'Amérique du Nord, parce que c'était du poison. Et donc, ça a été un moment très, très important dans les années 60, qui a mené à la création du Environmental Protection Agency aux États-Unis. Donc, c'est vrai que les grandes villes américaines ont peut-être senti plus vite les dangers que ça représentait, notre usage complètement industriel. Et quand le monsieur à chemise carottée, au début, nous parle de la roue, ben c'est la même chose. Pourquoi les Allemands se sont levés à un moment donné, n'ont pas eu le choix? Parce que c'était une catastrophe. Je veux dire, c'était un bourbier épouvantable. Et donc, ils ont été très systématiques et tout. Ils ont réussi à nettoyer. La même chose pour le Rhin, d'ailleurs, d'une façon extraordinaire. Mais c'est parce que le problème était rendu à un degré tel que tu ne pouvais pas l'ignorer. Tandis que chez nous, ben là, OK, bon, il y a de la pollution. Tu sais, le problème n'avait pas la gravité, le caractère visible. Tu sais, c'est la même chose. Tu sais, on est tous comme ça. C'est quoi notre problème avec les changements climatiques? On ne les voit pas, les changements climatiques. Tu sais, on ne les perçoit pas, tu sais. Surtout au Québec, par l'hiver qu'on a là. On a l'impression d'avoir un hiver particulièrement intense. Puis oui, c'est vrai qu'on en a un particulièrement intense, mais ce qu'on voit est une chose, puis ce qui se passe au point de vue du système climat en est une autre. Oui? En fait, vous êtes passé très vite sur le moment où est-ce qu'on parlait de la peur, quand il a fait son discours sur la peur, mais je sais pas, peut-être je me trompe, mais de prime abord, ce débat sur l'environnement se base quand même sur cette peur-là, cette crainte qui nous a fait prendre conscience d'une certaine façon de la fragilité de l'environnement, notre codépendance vis-à-vis de l'environnement. Mais je me demande par rapport à votre notion de gouvernance environnementale, où est-ce que la peur vient s'implanter? Où est-ce qu'elle joue un rôle d'une certaine façon, dans les décisions qui sont prises, ou aussi dans les dilemmes éthiques et moraux qui sont posés? Je pense que je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, l'approche de ce qu'on appelle gestion intégrée de l'eau par bassin versant, qui est une approche où on essaie de regarder un bassin versant, donc l'ensemble des cours d'eau qui sont liés à un seul cours d'eau principal. Donc, on regarde tout ce qui est les collines adjacentes et on définit un bassin versant par le fait qu'il y a les chutes d'eau qui se produisent dans cette espèce de grande cuvette. C'est pour ça qu'on parle de bassin, d'ailleurs. Bon. Et l'approche de gestion intégrée par bassin, ben, c'est de dire, justement, on va prendre les différents usagers, les différents usages de l'eau, on va les mettre ensemble, on va les confronter, puis on va essayer d'avoir une gestion responsable de la situation de notre bassin versant. Dans des cas comme ceux-là, je crois qu'on est peut-être une étape au-delà de la simple peur, parce que on essaie d'analyser la situation comme il faut, puis effectivement de voir où sont les problèmes. Et ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas des cris d'alarme qui sont lancés et qu'on doit recevoir. Et justement, c'est là peut-être que la peur joue un rôle. Si les gens viennent nous dire, eh bien là, il se passe quelque chose dans notre coin, c'est épouvantable, on n'a plus de poissons, l'eau est noire, je ne sais pas quoi, tu sais. Donc, cri d'alarme, sonnette d'alarme, donc ce côté-là. Mais après, c'est de prendre le cas et de faire l'analyse quand même la plus rigoureuse possible pour comprendre c'est quoi qui se passe. Parce qu'il faut, si on veut apporter une solution, il faut quand même se pencher sur le problème et essayer de voir de quelle façon on peut éventuellement le régler. Donc, je pense que ça c'est pris en compte, mais quelque part, on ne peut pas juste s'en tenir à ça, je crois. Oui? Je me demandais c'était quoi l'évolution par rapport à la relation entre le gouvernement et l'entreprise privée. Par exemple, en ce moment, le fait de se poser la question si on va faire de l'exploration en Escostie ou pas. Puis ce qui m'étonne toujours, c'est de voir que donc, le gouvernement veut tenter l'exploration, mais avec une compagnie privée. Puis je me dis toujours, pourquoi, avec justement toute l'expertise qu'on est supposé avoir, toute la connaissance, tout ça,
Je sais pas qu'est-ce que... En tout cas, c'est un bon exemple de la complexité. Dans l'entreprise privée en question, ils ont des parts. Ils sont en partie actionnaires, le gouvernement en partie actionnaire de cette compagnie privée-là. Ouais. C'est un peu, C'est ça. c'est pas de la déresponsabilisation, c'est céder un peu l'expertise aux experts. Ils vont pas eux-mêmes. Il y a une question d'investissement aussi. Dans le cas qui nous occupe, là, bon, je ne connais pas le dossier par cœur parce qu'il vient à peine de sortir. Là. On a vu les sommes d'argent qui seraient investies. On est un peu dans des désidérata en même temps, là, dans des projets. Là. Mais il y a quand même une annonce claire à l'effet que le gouvernement du Québec allait mettre tant de milliards de dollars et que l'entreprise privée, elle aussi, mettrait un nombre X. Ce que j'ai compris, c'est que le gouvernement met quand même pas mal d'argent là-dedans. Et là, il y a toutes sortes de débats sur le caractère adéquat ou non de cette prise de décision en termes de risque également. Il n'y a pas la manière dont on pose la question du risque actuellement, si on accepte du côté des groupes environnementaux, évidemment qu'eux ne veulent rien savoir de ça, puis c'est une catastrophe. Bon, mais dans les autres gens qui remettent un peu en question cette décision-là, on dit qu'il y a un risque financier peut-être trop important pour les bénéfices qu'on, soi-disant, pourrait en retirer. Vous avez vu ça peut-être dans les médias tout récemment. Là. Donc, mais il y a évidemment des gens qui disent Anticosti, c'est en plein milieu de l'estuaire du Saint-Laurent, c'est un milieu fragile. S'il y a catastrophe, je veux dire, on est dans un contexte glacial. Je veux dire, l'hiver, c'est de la glace épaisse comme ça, donc c'est la même chose que dans les milieux arctiques. Donc, on craint que s'il y avait des déversements ou des problèmes comme ça serait irrémédiable. Donc, il y a aussi le côté trésor extraordinaire que représente cette île-là, avec très peu d'habitants dessus. Puis, il y a aussi la situation financière du gouvernement du Québec qui est déficitaire, comme on le sait, de manière récurrente, puis qui aimerait bien trouver une façon de remonter ses finances. Bon, et il y a un contexte électoral en plus. Fait que, bon, on est loin d'être dans une position d'avoir un jugement tout à fait détaché par rapport à ce qui se passe dans ce dossier-là. En même temps, le gouvernement ne peut pas agir, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pays socialiste, où est-ce qu'on peut intervenir dans l'économie comme ça. Mettons comme Hydro-Québec le fait, c'est quand même sensible, parce qu'une fois que le gouvernement part une entreprise gouvernementale, les gars privés, ça n'intéresse plus de venir travailler. C'est comme parce qu'il est en compétition là-dessus. Donc, c'est pas un contexte simple à évaluer. Mais juste là-dessus, je trouve ça intéressant de creuser le modèle de gouvernance québécois par rapport au lien, justement, c'est une question super pertinente, de comment, disons, au Québec, on gère la relation entre l'État et les entreprises privées. Il y a quand même une tendance dans l'histoire du Québec qu'on peut voir où l'État interventionniste vient un peu pousser le développement de certains secteurs, par opposition à d'autres modèles où l'État se retire et dit, bien, l'entreprise privée, si ça leur tente de prendre des risques, qu'ils y aillent, puis nous, on reste à l'écart. Mais évidemment, c'est une question aussi de revenus après. C'est que si le gouvernement il pousse le dossier, il se met dans la partie, c'est parce qu'il espère bien en retirer des subsides par la suite. Mais il y a des gens qui vont dire que c'est une approche un peu dirigiste en économie qui n'est pas nécessairement efficace. Puis on entend d'ailleurs ces critiques-là. On les a entendues aussi à propos de la fameuse mine de cimenterie, je sais pas si l'histoire en Gaspésie, là, où dans le fond, c'est encore les mêmes qui sont financés par les deniers publics. Alors que, en tout cas, encore une fois, c'est de l'expertise. Il faudrait aller valider tout ça, mais ce que plusieurs critiques disent, c'est qu'il y a déjà des cimenteries au Québec qui fonctionnent à moitié de leur capacité. Donc, bon, mais alors, est-ce que c'est le contexte électoraliste? Est-ce que les gouvernements vont voir d'autres situations comme, moi je ne connais pas du tout en profondeur, mais ce que j'entends dire, par exemple, que la Norvège a nationalisé sans ressources d'exploitation, que c'est un des pays les plus riches qui met de l'argent dans des fonds pour les générations. Ça semble, je ne connais pas bien, mais de l'extérieur, un modèle qui me semble qu'il faut regarder. Parce qu'il y a des gouvernements, j'imagine, qui regardent quand même d'autres situations. C'est ça, c'est vrai que le cas de la Norvège semble assez exemplaire. Puis effectivement, la situation économique du pays Norvège est quand même excellente. Ouais. Mais il faudrait l'étudier en détail, comment ça se présente.
Mais bref. Lui aussi, il a eu l'expérience de Petro-Canada qui avait pas été fiasco de Petro-Canada. C'était des grands canadiens. C'est ça. On est un peu revenu de ce modèle-là aussi au Canada, dans le fond. Moi, j'en aurais terminé, si vous le voulez bien. Ah, merci. Merci.